Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Territoire, un podcast d'intercommunalité de France. Au programme, des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre 17e épisode, nous rencontrons Reine Lépiné, la coprésidente de l'association Elles aussi, qui travaille à faire progresser la parité dans toutes les assemblées élues. Avec elle, nous allons chercher comment les prochaines élections locales et nationales peuvent permettre d'augmenter l'engagement politique au féminin. Bonjour Reine Lépiné. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui vous êtes ? Alors, je suis la coprésidente du réseau Elles aussi. Nous travaillons depuis très longtemps, depuis 33 ans maintenant, sur la représentation des femmes dans toutes les assemblées élues. Nous sommes une association d'associations, donc nous sommes un réseau en fait. On a eu depuis 20 ans une somme de lois qu'on appelle parité. Oui. Est-ce qu'on a vraiment progressé Oui. dans la représentation des femmes au niveau politique, notamment dans les assemblées locales? Indéniablement, on a progressé et ce qui a fait tout changer véritablement, c'est déjà la révision de la Constitution en 1999. Et là, on a eu une première loi, la loi 2000, on l'appelait la loi de la parité, et progressivement, on a vu la parité s'installer dans les régions, dans les départements, avec des formes électorales un peu différentes, soit de liste, soit des binômes pour les départements. On a vu que la parité a avancé également sur les communes, parce qu'au départ, c'était les communes simplement de plus de 3500 habitants, donc finalement peu de communes. Et puis, on est passé à 1000 habitants. Et maintenant, avec la loi du 21 mai 2025, eh bien, nous aurons la parité dans toutes les assemblées municipales dès le premier habitant. Et donc, à ce moment-là, on aura fait quand même un grand pas. Alors après, ça ne veut pas dire que la parité, c'est une égalité dans le partage du pouvoir, et ça, on peut en discuter. Du mieux, mais effectivement encore des zones blanches, des zones où on a du mal à évoluer. L'intercommunalité, on a vraiment du mal à évoluer parce que ça vient même d'un problème, d'une difficulté juridique, qui consiste à dire que à partir du moment où on a des communes où il y a seulement un siège, c'est souvent le maire qui va, puisque de toute façon, il y a obligation, d'être présent dans l'intercommunalité quand on est maire, ou alors il faut renoncer, mais il y a une démarche à faire pour laisser sa place. Et comme il y a 80% d'hommes qui sont maires, donc on voit que c'est bien difficile pour les femmes. Donc ça mériterait qu'on réfléchisse sur le fonctionnement même de l'intercommunalité. On a des élections qui arrive là, justement, comment on peut essayer de sensibiliser plus de femmes à se lancer aussi en politique, à les convaincre qu'en fait il y a l'occasion de s'engager? Alors je crois que la première des choses à leur dire que s'engager c'est un droit maintenant, mais c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Je crois que pour les femmes, c'est un devoir d'y aller parce que ça participe véritablement d'une gestion des politiques publiques plus équilibrée. Les femmes ont sûrement des avis à apporter. Elles rencontrent un certain nombre de difficultés, plus ou moins bien prises en compte d'ailleurs quand il n'y a que des assemblées masculines, parce que là, on n'a pas toujours conscience des difficultés que les femmes rencontrent. Donc elles ont des choses à apporter, elles ont des compétences, ça c'est une évidence. Alors ça nous ramène à ce syndrome qui est de dire j'ai pas les compétences, j'y vais pas, mais c'est surtout parce que c'est un discours qui a été véhiculé pendant très longtemps, et particulièrement, je dois le dire, bien sûr, par une communauté masculine qui était au pouvoir. Et aujourd'hui, il faut partager effectivement les responsabilités, il faut partager les sièges. Je crois que derrière tout ça, ce qu'il nous faut, c'est surtout un statut de l'élu à la hauteur de notre démocratie, ce que nous n'avons pas aujourd'hui, bien évidemment. Alors, c'est vrai qu'un statut de l'élu permettrait aux femmes de se sentir plus facilement disponibles pour s'engager, parce que la plus grande des inégalités, c'est véritablement déjà dans la sphère domestique, où on laisse aux femmes toute la gestion de cette partie privée. Et s'il y a une gestion professionnelle plus une gestion de cette partie privée,
ça devient quand même compliqué ensuite pour partir sur une gestion municipale ou autre d'ailleurs, ou en tous les cas un mandat politique. Qu'est-ce que ça change d'avoir des femmes dans un exécutif? Ce qui change, ça je peux vous le dire parce que on a fait des études qualitatives et tout particulièrement sur les conseils et exécutifs départementaux. Et ce qui nous est revenu d'une manière régulière, c'est que les conseils fonctionnent de manière plus apaisée et que les femmes sont toujours très très engagées sur les dossiers. Autant elles manquent encore, j'allais dire, d'expertise dans la stratégie politique, et pour cause, parce qu'elles n'ont pas cette antériorité qu'ont les hommes, qui ont appris effectivement à voir comment on peut se projeter sur l'élection d'après pour continuer les missions ou les projets donc engagés. Les femmes, elles, sont très, très sérieuses dans le travail, j'allais dire, de dossier, mais où elles ont beaucoup à apprendre encore. C'est dans ce travail relationnel qu'il faut mettre en place, bien évidemment, pour convaincre les citoyens qu'on peut leur apporter quelque chose par un mandat d'élu. Aujourd'hui, c'est ce qui leur manque peut-être le plus, mais là aussi, ça vient souvent d'un déséquilibre qui n'est pas encore réglé, qui est ce déséquilibre du partage des tâches dans la sphère privée. Et donc, les messieurs vont continuer à prendre du temps pour rencontrer les populations, et les femmes vont peut-être être un peu moins libérées pour pouvoir faire cela. Donc ça, c'est sûrement un travail à faire, mais elles peuvent apporter beaucoup puisqu'elles ont un autre regard que les hommes sur l'environnement municipal, sur ce qui se passe, sur ce qui ne va pas, et elles peuvent porter cette parole et surtout la défendre, parce que c'est ça qui est important. En fait, dans une démocratie, tout le monde s'exprime, et puis après, il va falloir bien évidemment, j'allais dire convaincre. Et donc là, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore une insuffisance des politiques publiques d'égalité. J'évoquais le sujet de ce rapport de situation, égalité femmes-hommes, qui doit être donc publié chaque année, qui doit être présenté au moment du débat d'orientation budgétaire. Il y a le volet administratif et le volet des politiques publiques. Il faut avancer sur ce volet des politiques publiques. Il faut qu'il y ait des sanctions, comme pour le volet administratif. Et il faut surtout, bien évidemment, que ce rapport puisse faire évoluer justement les politiques d'égalité. Moi, je déplore aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus de signature de la Charte européenne de l'égalité. On a l'impression que c'est un gadget, alors que c'est quelque chose de fondamental. C'est une base pour commencer à travailler et donner des pistes pour améliorer l'égalité. Une fois qu'elles sont convaincues de s'engager, comment on arrive à les convaincre d'aller jusqu'à être tête de liste ? Tête de liste, c'est compliqué, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que la fonction de maire, d'abord, il y a aucune interdiction de cumul de mandat dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut être maire 6 ans, 12 ans, voire plus, bien évidemment. Et il y a toute une notoriété qui s'installe, il y a tout un réseau qui s'installe. Et quand une femme veut se lancer tête de liste et qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui est déjà bien ancré dans le territoire et qui a tous ses réseaux, ça va être quand même compliqué pour gagner la partie. On l'a vu, nous, on avait fait justement un engagement, un appel aux femmes à s'engager tête de liste en 2020, et on s'est rendu compte qu'il y en a qui se sont engagées quand même. Elles ont entendu cette parole, mais elles sont souvent élues quand parfois l'ancien maire laisse sa place, et donc là, c'est le moment d'y aller, et là, il y a une possibilité. Alors, ce qu'il y a aussi qui peut aider, c'est lorsqu'on est déjà entré dans un conseil municipal, qu'on a été conseillère municipale, et ensuite adjointe, voire première adjointe. Là, il y a quand même un peu plus de possibilités de gagner une élection. Donc, je crois qu'elles ont envie d'y aller. Et je me rends compte qu'il y a des jeunes femmes qui souhaitent de plus en plus s'engager. Vous avez fait une publication. Qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur et pourquoi ?
Alors, cette publication, c'est le guide pratique de la candidate. Et là, dans cette publication, on va donner des conseils aux femmes. D'abord pour être candidate, pour développer une stratégie pour être élue. On va donner aussi des conseils, bien sûr, pour organiser leur temps, si elles sont élues, parce qu'il va falloir, bien sûr, organiser et gérer le temps. On leur donne aussi des conseils pour exercer leur mandat. Et on leur donne aussi des conseils pour être conseillère communautaire, et ne pas hésiter à demander et à revendiquer une place donc à l'intercommunalité. Et surtout, on leur donne des conseils pour mettre fin aux idées reçues. Ce petit guide, bien sûr, il a été fait en partenariat avec l'AMF, avec l'AMRF et Intercommunalité de France, et il a été préfacé par Madame la ministre Aurore Berger, ministre donc aux droits des femmes. Voilà. Merci, Reine Lépinay. Merci à vous. C'est la fin de ce nouvel épisode de notre podcast. Retrouvez des liens pour aller plus loin dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.